BFM Business et la Tribune présentent le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec un face-à-face inédit. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière. Bonsoir Frédéric Souillot. Bonsoir Edwige Chevrillon. Et puis face à vous, Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien patron du MEDEF. Bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Merci d'avoir accepté de cette confrontation. Il faut dire que le jour est peut-être important ou pas. Vous me direz s'il l'est, puisque nous sommes à quelques encablures d'un vote, en tous les cas important, très attendu, parce qu'il y aura des conséquences économiques bien sûr, mais des conséquences politiques sans doute. Le vote sur le PLFSS. Frédéric Souillot, d'abord une question pour vous. Est-ce que c'est un jour important? Et deuxièmement, est-ce que vous auriez voté ce budget de gauche qui est présenté par des gens de droite? Alors je ne sais pas si c'est un budget de gauche. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est le budget de personne. C'est le budget de tout le monde parce que chacun a fait des amendements et ces amendements ont été retenus ou rejetés. Mais c'est le budget de tout le monde. Et puis, c'est le débat parlementaire. Ce que je n'arrive pas à comprendre, si cette journée est si importante pour notre sécurité sociale et tout cela, pourquoi tous les parlementaires ne sont pas dans la salle à l'Assemblée nationale pour prendre part au vote, voter pour ou contre d'ailleurs. C'est la Constitution. Pour l'instant, si vous voulez, il fait des navettes, en tous les cas. Ils ne sont pas à Versailles, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont au Sénat. Oui, peut-être. L'Assemblée n'est pas pleine, c'est ça que vous dire, Frédéric? C'est ce que je suis en train de dire. Sur 577 députés, il y en a 440 qui sont là. Ouais, il en manque quand même quelques-uns. Alors après, il y en a quand même beaucoup qui sont là, contrairement à d'autres débats. Donc, est-ce que vous le voteriez? De quoi? Le budget. Alors... Mais non, mais c'est une technique pour prendre du temps pour savoir. Mais allez-y, Frédéric Souillot. Non. Je ne voterai pas ce budget d'austérité en tant que tel. Alors, il y a des partis qui nous vont bien sur notamment l'hôpital, où on augmente les dépenses parce que l'Ondam, à la hauteur où il est, on n'a plus d'hôpital public demain matin et on n'a plus de politique nationale sur la santé. Donc là, vous êtes satisfait, en tous les cas, par l'amendement qui a été... Pardon. Oui, pour le coup, je suis plutôt d'accord, même si c'est encore très en dessous de ce dont on aurait besoin. Pourquoi vous ne le voteriez pas? Parce que je pense que la justice sociale, on n'a pas assez regardé de la justice sociale et de la justice fiscale dans ce budget. On est resté sur un budget plutôt d'austérité et la facture qu'on présente, on la présente au plus grand nombre, c'est-à-dire les travailleurs. Oui, c'est un coup de compromis quand même, c'est 20 milliards. Je vais vous demander votre avis dans un instant, Geoffroy Roux de Bézieux. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'il faut mieux ne pas avoir de budget ou faut-il avoir ce budget même s'il ne vous convient pas? Vous dites qu'il faut mieux ne pas avoir de budget, avec les conséquences que ça peut avoir. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que... si, vous m'avez dit que je ne le voterai pas. Donc, oui, ça c'est mon choix, mais en même temps, moi en tant que syndicaliste, je n'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. Et dans le débat parlementaire, et les uns et les autres, on a fait pression pour dire... Eh bien, il faut plus de justice sociale et plus de justice fiscale. Geoffroy Roux de Bézieux, est-ce que vous le voteriez si vous étiez député? Non, moi je fais comme Édouard Philippe, je m'abstiens, parce que c'est budget de personne, mais c'est quand même un budget qui, au fond, laisse filer le déficit, à peu près 20 milliards, enlève toutes les mesures d'économie, donc le doublement des franchises, syndicales, etc. Et au fond, un budget qui envoie un message, mais qui pour moi n'est pas le bon, avec 3% d'augmentation des dépenses de santé, grosso modo. L'Ondam, comme on dit. Alors que la croissance va être de 1%, ça veut dire qu'en fait, il y a 2% tous les ans à financer. Puisque la croissance à impôt égal, à recette égale, à cotisation égale, elle va être de 1%. Et donc, on dit une chose, on dit on va surdépenser par rapport à la croissance, parce qu'il y a vieillissement de la population, parce que, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je dépasse ça, mais on ne dit pas comment on le finance. Et il y a deux manières de financer. Il y a les impôts ou les économies. Et en fait, on choisit la troisième, mais par défaut, c'est la dette, puisqu'on augmente la dette de la sécurité sociale, et ça va être pareil pour le budget, en réalité. Donc c'est des non-choix, et je pense que c'est dangereux. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent il faut sabrer à tout prix dans les dépenses de santé. Plus personne ne le dit.
Oui, enfin, il y a quand même des économies à faire. Mais il y a probablement des économies dans l'hôpital en mettant moins d'encadrants, plus de soignants, etc., etc. Mais il faut reconnaître qu'on vieillit, enfin, que la population vieillit, que les dépenses de santé vont augmenter plus vite que le PIB. Ouais. Et si on dit ça, ça veut dire qu'il y a d'autres endroits où on doit faire des économies. On a moins d'enfants, on doit faire des économies dans l'éducation. Mais le point quand même important, je reviens vers vous, là, Frédéric Souillot, parce que vous avez toujours été contre la réforme des retraites. Là, justement, si vous votez pour le PLFSS, c'est quand même la grosse mesure, c'est la suspension de la réforme des retraites. Donc je suis un peu étonnée que le patron de Force ouvrière nous dise je vote pas pour ce budget. Parce que suspension, c'est pas abrogation. Prendre les choses par le bon bout sur la réforme des retraites, c'est pas reculer l'âge de départ ou allonger la durée de cotisation. Prendre les choses par le bon bout, c'est pas que nous ne travaillons pas assez, c'est que d'abord, nous ne sommes pas assez nombreux à travailler, notamment chez les jeunes ou dans l'emploi des seniors. Mais oui. Même si vous avez vu les chiffres, je suis sûr que vous avez vu. Ils ont augmenté. Le fait de reculer l'âge de départ à la retraite fait que du coup, eh bien, le travail des seniors est plus élevé que ce n'était avant. Ça, vous pouvez le reconnaître quand même ou pas? Oui. Non. On va dire oui. Hein. Non. Parce que on signe l'année dernière un accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors. On crée un contrat de valorisation de l'expérience. Et puis, les uns et les autres, y compris chez les seniors, on comprend que 55 ou 5 ans ou 60 ans, on ne peut pas se retrouver au chômage. Et quand aujourd'hui 50% des gens qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi, on a bien un problème d'emploi chez les seniors. Donc comment est-ce qu'on prend les choses par le bon bout? Comment est-ce qu'on redonne la place qui doit être la sienne à la négociation collective? Comment est-ce qu'on parle d'emploi, de modèle productif, de gouvernance de notre protection sociale collective? Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Je réponds que moi, vous connaissez ma position, il faut une réforme des retraites. Manifestement, la réforme avec comme principale mesure l'âge à 64 ans, à tort ou à raison, les Français la comprennent pas. Non. Mais il faut une réforme des retraites, et il faut une retraite qui nous oblige à travailler plus longtemps. Alors, on peut revenir à la réforme à points, qui avait été quasiment adoptée en 2020. La durée de cotisation, parce que ça, mais là, ça ne suffit pas. Et la durée de cotisation, si on met tout sur la durée de cotisation, Frédéric Souillot le sait très bien, il y a deux conséquences. Un, ça fait qu'il y a des gens qui vont travailler jusqu'à 68, 69, 70, parce que si vous commencez à 25 ou à 26 et que vous mettez 43 années, c'est mathématique. Et donc, on étire un tout petit peu trop le spectre. Et la deuxième chose, c'est que, en termes de rentrée d'argent pour le système, c'est insuffisant. Alors, je connais la solution de Force ouvrière, qui est de payer plus de cotisations, plus d'impôts, plus de CSG, enfin, quel que soit le mode de rétribution. Moi, je pense qu'on peut monter un système à points. On a un exemple qui fonctionne dans ce pays, qui est co-géré par les syndicats et le patronat, qui est Agirc-Arrco. Oui. Comment est-ce qu'on a fait ça marche, vous êtes d'accord mais notre... Alors, je termine juste, peut-être. Enfin, je vais évidemment laisser Frédéric Souillot parler, mais pourquoi ça marche? Parce qu'on est obligé d'avoir une année de réserve. Donc, dès qu'on tombe en dessous d'une année de réserve, c'est à peu près 70 milliards de mémoire, il faut qu'on trouve une solution. Et on se met autour de la table, et qu'est-ce qu'on a fait? Alors, tout le monde n'a pas été toujours d'accord, mais on a désindexé les pensions. Sur les 10 dernières années, en général, la revalorisation a été en dessous de l'inflation, et on a baissé la valeur du point. C'est ça la réalité. Et on a maintenu le système à flot. Et donc ça, c'est le système qu'on pourrait mettre... Vous êtes d'accord avec ça, Frédéric Souillot? Non, mais la gestion paritaire de l'Agirc et de l'Arco, si on doit regarder un modèle de gestion paritaire, on a bien celui-là. Alors, des réserves, c'est dans les statuts de l'Agirc et de l'Arco, c'est 6 mois. C'est pas un an. Ah, pardon, oui. Ça fait 60 milliards et 6 mois. Voilà, c'est ça. Oui, très juste. Mais donc ça quand il y a eu la pandémie, à l'Agirc et à l'Arco, on n'a pas eu besoin d'emprunter, comme le gouvernement, pour payer les 18 millions de pensions des retraités. Je fais un petit détour par la conférence, justement, travail et retraite, là, qui a été ouverte. Celle que le ministre du Travail appelle TER. Voilà, un TER, si vous voulez. Travail, emploi, retraite. Ouais. Peut-être pas le meilleur mot qu'il ait choisi. Non, cela dit, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Non, ça doit déboucher en janvier 2026, c'est ça? Alors, je crois La première réunion a eu lieu? La première réunion a eu lieu. Je crois que la deuxième réunion aura lieu le 30 janvier. Oui. Mais nous, à Force ouvrière, on a expliqué qu'on était là, pas pour continuer à parler de tout, de rien, mais surtout de rien. On était là pour que cette conférence sociale nous envoie vers notre agenda autonome une négociation
interprofessionnelle où on parle du modèle productif, de la gestion de notre protection sociale Et des collective. retraites. Gestion de notre protection sociale collective, la gouvernance de la retraite par répartition. On est d'accord, il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on regarde comment. Est-ce que vous comprenez pourquoi le MEDEF n'y est pas? Oui, bien sûr. Le MEDEF n'est pas parce que ces grands machins ne servent à rien. Frédéric l'a dit très poliment, mais je vais le dire peut-être plus brutalement. Mais pourquoi vous le faites pas ensemble alors, sans l'État? Pourquoi vous négociez pas ensemble? C'est pas moi qui suis à la manœuvre, mais non, mais quand je dis vous, c'est a écrit un agenda autonome. On l'avait déjà fait à l'époque quand moi j'étais aux manettes. Et il y a des négociations qui réussissent et des négociations qui échouent. Ce qui est sûr, c'est quand il y a l'État dans la pièce, qui se penche par-dessus la copie, qui intervient, qui appelle les uns, qui appelle les autres, qui essaie de déstabiliser le truc, l'échec du conclave, qui aurait pu réussir, il est imputable à l'État. Parce que oui, enfin, du coup, on dit que le refus du MEDEF de signer le conclave fait qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Alors moi, vous êtes d'accord avec ça? Non, moi j'y suis à peine rentré au conclave. Donc pourquoi? Parce qu'on était instrumentalisé par l'État. Le gouvernement dit qu'effectivement c'est la faute du MEDEF. Mais c'est pas du tout la vérité, parce que ces négociations, elles sont biaisées à partir du moment où l'État ne veut pas simplement rester en retrait, comme il aurait dû faire, mais essaye d'influencer les joueurs, si j'ose dire. Et appelle Pierre en disant Paul m'a dit que. Moi, je peux le dire maintenant. Quand on avait ce genre de situation, on s'est appelé, de trahir des secrets, non pas d'État. C'est le moment. Non, mais on s'appelait en sortant du bureau de Lui, il est toujours le patron de Force Ouvrière. Oui, mais enfin, il pourra me démentir. Mais je pense que ça fonctionne encore aujourd'hui. Moi, j'appelais Laurent Berger ou j'appelais Frédéric Souillot en disant, le Premier ministre de l'époque m'a dit ça, et on confrontait les versions. Et quand l'État n'est pas capable de respecter le dialogue social, respecter les partenaires sociaux, ça ne marche pas à tous les coups. Je ne dis pas qu'on a la solution à tout. Mais là, ils ont, entre guillemets, manipulé et ça s'est retourné contre eux. Et que ce soit conclave ou conférence TER, c'est pas un endroit de négociation. Dans le conclave, François Bayrou, Premier ministre, avait dit « Vous ne négocierez pas, on fera juste une lettre diligente à la fin qu'on présentera au Parlement. » C'est pas ça, la négociation collective. Notre rôle, c'est de trouver des accords. Ou pas. Je reviens un instant, je reviens quand même, on parlera de l'assurance chômage, parce que là, il y a des discussions intéressantes. Selon les informations de BFM Business, finalement, le MEDEF y va, on verra. Juste pour revenir à ce budget, sur le PLFSS, il y a un décret qui fait que les 3 organisations patronales qui se révoltent contre la tentative de l'État, en fait, de baisser les allègements de charges ou de cotisations salariales. Frédéric Souillot, est-ce que le gouvernement il a raison de vouloir baisser? Parce que quand même, il y a un chiffre quand même qui est étonnant. Entre 2004 et 2022, le montant des allègements est passé de 30 milliards à 70 milliards, selon un rapport de l'Assemblée nationale. Très bien, avant que Frédéric Souillot réponde. On a créé 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois qui, et on peut le regretter, sont plutôt dans les bas salaires. Et donc, c'est les salaires qui sont exonérés moins de 3 fois le SMIC. Donc, en montant, ce qu'il faut regarder, c'est en proportion des emplois. Donc le raisonnement en masse est absurde dans le côté particulier. C'est vrai qu'en masse, ça fait beaucoup quand même, non, Frédéric Souillot? Oui, mais il y a 2 millions d'emplois en plus. Non, mais moi, je ne suis pas pour les allègements généraux de cotisation. Et depuis le début, comment est-ce qu'on arrive en 2017, notre système de protection sociale collective était à l'équilibre. Oui. Et dans les... Il n'a pas l'air d'accord, mais enfin, bon, continue. Oui, non, mais je laisse continuer. Allègements généraux de cotisation, ça fait juste que paupériser et maintenir les salaires en bas. Ce que nous réclamons, nous, c'est la fin des exonérations de cotisation et qu'on discute d'un accord national interprofessionnel et de gestion paritaire de la Sécu. Comment on revient à la Sécu d'avant 1996, où là, jamais on parlait de projet de loi de finances de la Sécu. Elle était gérée paritairement par les uns et par les autres, sans l'État. C'est Alain Juppé, le PLFSS. L'ordonnance de 1996, c'est celle-là. Oui. Et avant ça, on avait mis CSG, CRDS, qu'on a critiqué les uns et les autres, mais qui avait l'esprit de la Sécu. C'était un pourcentage de ce que, Donc, là, nous touchions. Vous dites que vous voulez quoi là sur il faut le décret, il faut que le gouvernement le signe ou pas? Ben, bien évidemment, il faut qu'il le signe, mais c'est comme sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises. Moi, à Force Ouvrière, on est d'accord pour les verser des aides publiques aux entreprises. À partir du moment où elles sont fléchées
et où il y a la première conditionnalité, c'est l'emploi en France. Comment est-ce qu'on fait recherche et développement? Si on élabore un brevet avec des aides publiques, nous, on souhaite que le développement se fasse dans le pays qui a financé pour élaborer le brevet. Alors, ça fait beaucoup de réponses pour vous, Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, je vais d'abord répondre sur les éléments de charge. Bon, d'abord, effectivement, quand on regarde le bilan de la Sécu depuis 1996, on ne peut pas dire que l'État soit un bon gestionnaire. Non. Ça, c'est le premier point. Bon, maintenant, on est là où on est et j'ai peur qu'on ne vienne pas en arrière. Pourquoi on a un problème d'emploi, du coût du travail, de la salaire? Parce que c'est des métiers, et on peut le regretter, où toute augmentation du coût du travail se répercute dans les prix. Parce que c'est des métiers de service. Quand on est, je sais pas quoi, moi équipier chez McDo, la part du salaire dans le prix final du hamburger est très élevée. C'est vrai pour les métiers de service, etc., etc. Grande distribution. Et donc là, ça va se traduire malheureusement par une baisse de l'emploi, tout simplement parce qu'on rachète le coût du travail. Maintenant, je veux pas m'arrêter là, cette réponse, parce que c'est le fond du truc, c'est qu'on a un emploi en France qui est beaucoup trop tourné vers les bas salaires et le service et pas assez vers l'industrie. L'industrie, chacun le sait. L'industrie, c'est plus que 10%, moins de 10% du PIB. Ce que je veux dire, Edith, oui, mais ça veut dire quand même que si on réindustrialise, si on protège nos entreprises... Pardon, pas comme un slogan, réindustrialisation. Mais on est tous d'accord, mais bon, vous voyez la réalité. Allez-y. Oui, mais attendez, oui, je vois la réalité, et en même temps, je ne suis pas, à me résigner. Quand on voit l'envahissement des produits chinois en Europe, et la lenteur que met la Commission européenne pour réagir, je pense qu'il faut aller vite. Il y a Nicolas Dufour, qui n'est pas un affreux gauchiste, et qui est en plus un grand serviteur de l'État, il y a un interview il y a 15 jours, je dirais, où il a sonné le tocsin en disant on va faire disparaître toute l'industrie européenne. Donc, non seulement on n'a déjà pas assez d'emplois industriels, voilà. Et je termine sur la conditionnalité de l'argent public. D'abord, je ne peux pas résister... Pardon ? Des aides, oui. Oui, mais pardon, je ne peux pas résister à dire à Frédéric Souillot que l'argent public, vous connaissez les citations de Mme Thatcher, ça n'existe pas, c'est de l'argent privé qui a été prélevé par l'État. Oui. Et donc, justement. On prend aux entreprises plus que partout ailleurs, en Europe et dans le monde. Et on leur rend un petit morceau, sous conditionnalité, contrairement à ce que Frédéric Souillot. Parce que, quand même. Oui, mais pourquoi on le rend sous conditionnalité? Parce que quand vous avez l'aide à l'apprentissage... De 2004 à 2023. Allez, si je ne peux pas finir sans être interrompu, je demande juste de me laisser finir mon raisonnement. Je prends deux exemples très simples. L'aide à l'apprentissage, c'est sous réserve d'employer un apprenti pendant 24 mois. Le crédit d'impôt recherche, c'est sous réserve d'employer un chercheur. Bon. Puis après, on a mélangé dans toutes ces entreprises le fameux rapport de la Cour des comptes, des choses qui ne vont pas aux entreprises. Parce que la baisse de la TVA, par exemple, je suis contre la TVA à taux réduit, par ailleurs. Ça va aux hôteliers restaurateurs. Mais non, mais ça va au client final. Mais non, mais évidemment que non. Et la TVA à 5%, c'est dans le prix final, donc ça ne va pas aux restaurateurs. Ça, c'est une aberration de penser ça, pardon. Mais ça va. Donc on mélange, entre guillemets, des choux ou des carottes. Donc moi, je suis partant, je l'ai dit plein de fois, pour remettre à plat tout ça. Mais à ce moment-là, il faut que les impôts qu'on paye soient proportionnels. Donc vous êtes contre le fait que le gouvernement signe là, dans le cadre du PLFSF, ce décret. Mais parce qu'il n'y a pas de politique derrière, c'est juste un renchérissement du coût du travail bête et méchant. Oui. Et comme ça, vous avez votre réponse, Frédéric Souillot. Vous êtes, mais je ne pense pas qu'il soit surpris. Je ne suis pas surpris. Mais deux, je ne suis pas d'accord non plus sur le coût du travail bête et méchant. Les emplois cités, parce qu'au départ, les allègements généraux de cotisation, c'était pour notre balance du commerce extérieur et comment est-ce qu'on évitait la concurrence mondiale. Sur tous ces emplois... C'est encore plus vrai, surtout avec l'arrivée des Chinois. Mais sur ces emplois de service, ils ne sont pas délocalisables. Oui. Ils ne sont pas délocalisables. Alors, il ouvre un autre point sur lequel je serais presque d'accord, mais je vous laisse finir. Mais vu qu'ils ne sont pas délocalisables, pourquoi on a besoin d'allègements généraux sur ces cotisations? Moi, je serais même prêt à faire le toboggan à l'inverse. On fait des allègements généraux, plus on paye les salariés. Et moins s'ils ne sont pas assez payés. Si on réduit de 1,3 SMIC ou 1,4 SMIC au lieu de 1,6 SMIC, on gagne 12 milliards tout de suite le lendemain matin. Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. J'avais cru que vous alliez sur une autre direction. C'est quand on est en compétition. Alors c'est difficile à détourer, mais quand on est dans l'industrie, et on paye généralement plus dans l'industrie. Les salaires moyens sont autour de 2000, ça va. Bon, ça dépend des industries. Et qu'on est exposé à la concurrence internationale, c'est là où il faut des allègements de charges. Donc moi, je serais prêt
à masse équivalente ou même à réduction de masse d'allègement, à les déplacer. Alors, mes amis des services vont pas être d'accord, mais... Ah non, ça hurle. Oui, mais à un moment, si vous voulez, il faut voir où sont les priorités à contrainte constante. Et c'est vrai que c'est l'industrie qu'il faut aider, mais il faut l'aider des deux manières. Il faut la rendre compétitive, d'une part, mais il faut la protéger, d'autre part. Parce que sinon, on sera sur un grand parc d'attractions européen. Et on fera chef des forains les uns comme les autres, et on n'aura plus d'industrie. Mais on fera du service et du tourisme, et point barre. On a du mal, parce que regardez comme c'est difficile pour l'industrie automobile par rapport à l'industrie automobile chinoise. Les BYD, oui, mais la concurrence est déloyale par rapport à l'industrie. Le monde nous attend pas. Tirer une balle dans le pied de manière magistrale au niveau européen, Vous avez totalement raison. Évidemment. Et il y a un moment où il faut taper du poing sur la table, et il faut que nos dirigeants allemands, français, italiens, ceux qui ont une automobile prennent leurs responsabilités. Comme nous le faisons, nous, à travers notre Confédération européenne des syndicats, avec qui j'étais tout à l'heure en ligne. Il faut qu'on tape du poing sur la table, notamment sur arrêt des PFAS. On est tous d'accord, c'est des polluants éternels. Mais l'Europe nous dit, vous avez jusqu'à 2032, donc recherche et développement. Comment on fait la transition? Et là, certains groupes écologiques voudraient dire 2027. Eh bien là, on va encore fermer des industries. On continuera d'importer parce qu'on a tous besoin et on va importer du chinois matériel. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on n'arrive pas, au moment où on attend ce vote sur le PLFSS, on n'arrive pas quand même au bout de l'exercice? Je m'explique. On voit bien qu'on est en déficit partout, même. On va mettre même la balance agricole, on va être en déficit. Il y a bien un moment, il faudra quand même qu'on donne un tour de vis, non, Frédéric Souillot? Il faudra bien qu'on réduise la dette publique. Alors après, il y a des solutions, justement, je vais vous interroger là-dessus. Mais est-ce qu'au moins, il y a une prise de conscience qu'on va... Quoi que vous regardiez, déficit de la Sécu, déficit agricole, déficit industriel, déficit commercial, on est en déficit, la France. Alors, on est en déficit. Partout. Mais ça, c'est juste de la rhétorique mathématique. Maintenant, comment est-ce que... Mais non, mais... Pourquoi la rhétorique mathématique? Pardon. Parce que si on se compare aux autres et si on parle de concurrence ou de surnormes, moi, je suis pour une suspension des normes et qu'on arrête. Je vais prendre le cas pour l'agriculture. Ouais. 400 normes européennes et en France, 680. Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de surnormer et du coup de se tirer une balle dans le pied? Là, il y a des économies à réaliser. Puis en même temps, à chaque fois qu'on aura un dossier à remplir administrativement, je suis assez d'accord avec le patronat. Quand on le dit une fois... À la Sécu. Comment? Oui, dans la Sécu, parce que là, on ne parle absolument pas d'économie. On voit bien, c'est quand même saisissant qu'on ne parle pas du tout d'économie. Vous êtes d'accord avec moi? Le problème, ce n'est pas les dépenses. Non, les dépenses, on les connaît, c'est les recettes. Comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer plus de recettes et les dépenses? Ou faire des économies, oui. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Non, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Non, mais Frédéric Souillot, il regarde les recettes, nous on regarde les dépenses. Mais encore une fois, la santé, c'est un sujet particulier parce que même si on fait des économies, et on doit en faire, on ira plus vite que la croissance. On ne va pas faire 5% de croissance en France, ça n'existe pas. Mais je reviens sur le sujet qui me semble fondamental du modèle productif. Moi, je partage tout à fait ce qu'a dit Frédéric Souillot. On risque de devenir un musée ou un parc d'attractions avec une économie de service, des salaires bas, et il est temps de réagir. C'est pour ça que là où je regrette beaucoup les débats actuels, c'est que je n'ai vu aucun parlementaire, qui soit de droite ou de gauche, poser cette question en ces termes-là. Alors, on va se bagarrer de savoir si on passe la franchise médicale de 1 à 2 euros ou pas, en l'occurrence pas, si j'ai bien compris. Tant mieux. On va se bagarrer sur... j'ai pas vu les autres débats des amendements qui ont été posés, mais personne ne pose la question en amont en disant comment on fait pour résister à ce tsunami chinois et à cet impérialisme américain. Alors, normalement, ça sera la discussion, elle pourrait se tenir en tout cas dans le cadre du budget national, du budget de l'État. Tout le monde dit on va discuter du modèle en 2027. Rien du tout, c'est pas comme ça que ça se passe une élection présidentielle. De manière 2027. Comment est-ce qu'on parle de temps long? Comment nos anciens, dans les années 70, avant le premier choc pétrolier, décident du modèle industriel, du modèle énergétique? Comment est-ce qu'on parle de souveraineté de temps long? Ça, c'est la discussion sur le modèle productif. Et on s'est mis d'accord à 8 pour parler de modèle productif dans notre agenda autonome. On s'y met quand? Je
Je voudrais vous interroger sur une proposition qu'a faite dans le cadre d'une note pour Terra Nova, le think tank qui est plutôt de gauche, Guillaume Enzo qui sera notre invité ensuite, où il dit en fait pour stabiliser la dette de la France, il faut à peu près entre 100 et 120 milliards. Donc il liste tout ce qu'on certains proposent, il liste un peu tout, il dit que de toute manière, la seule véritable solution, ça sera soit d'augmenter la TVA, soit d'augmenter la CSG. En tous les cas, c'est des impôts, je veux dire, qui concernent tout le monde. Qu'est-ce que vous lui répondez, Frédéric Souillot ? Que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste qu'il soit. Est-ce que tout le monde le paye ? Évidemment, et quand je vais à la caisse du supermarché, on ne me demande pas mon avis d'imposition. Mais on a un taux de TVA qui est inférieur à pas largement, mais inférieur. Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté mon largement, qui est inférieur aux autres pays européens, par exemple. Oui, mais arrêtons de nous comparer aux autres pays européens. On n'est pas tout seul, on n'est pas un village gaulois. Regardez, pour les jours fériés, on nous comparait à l'Allemagne qui en a 2 de moins que nous. Bien évidemment, chez eux, le 11 novembre et le 8 mai, ça ne peut pas être férié. Donc, si vous voulez les poncifs sur ces sujets-là, il faut arrêter les comparaisons. Parce que si on nous compare, on vit dans un monde ouvert. Oui, D'accord. Oui, on vit dans un monde ouvert. Dans une économie ouverte. Moi, j'aimerais mieux que l'économie ouverte, elle se fasse au niveau du continent européen, vis-à-vis du reste du monde. Et puis... On nous compare à l'Allemagne sur les retraites. Donc la durée de cotisation en Allemagne, c'est 35 ans. Ouais. Et alors ? C'est pas 42, 43 ou 44. Mais comme le sait Frexo, ils ont 48% de leur revenu de remplacement, donc ils ont des retraites beaucoup plus basses. Beaucoup. Mais parce que toute leur vie, ils ne cotisent qu'à 18% alors que nous cotisons à 28%. Mais c'est ça le salaire différé, c'est la cotisation. Mais donc, augmentation de la TVA, pour vous, c'est net, même si c'est 1 point. Mais non, mais même si c'est 1 point... ça va encore peser sur les plus pauvres d'entre nous. Oui, mais en même temps, ça pèse aussi sur 50% de la population qui ne paye pas d'impôt sur le revenu. Mais moi, je suis pour l'impôt progressif et que tout le monde en paye. D'accord, c'est une autre solution. Geoffroy Roux de Bézieux, vous êtes moi, j'ai lu la note de Guillaume Enzo. D'abord, elle pose un diagnostic qui est mathématique, personne ne peut contester. C'est 120 milliards, il faut trouver 100 milliards si on veut stabiliser la dette. Encore une fois, pas la réduire. Oui, tout à fait, c'est stabiliser la dette. Et une autre chose, c'est que, et je trouve ça assez bien fait, taxer les riches ou les ultra-riches, ça rapporte 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, mais pas plus, parce qu'il y aura, si on va plus loin, il y aura un phénomène d'évasion. Donc, lui dit qu'il faut le faire, moi je suis pas d'accord, mais à la limite, admettons qu'on le fasse. Il dit les luttes contre la fraude, l'arrêt de l'immigration, donc c'est l'autre côté du spectre, si j'ose dire, ça peut rapporter quelques milliards d'euros, mais ça ne rapporte pas 120 milliards. Et donc il arrive à une conclusion simple, c'est qu'il faut taper là où ça rapporte le plus, c'est-à-dire TVA ou CSG. Moi, j'avoue que c'est pas de gaieté de cœur que je dis ça, parce que ça va être récessif. La première année, on fait ça va faire mal à l'économie. Mais je vois pas comment on l'évitera, et je voudrais pas que ça soit le FMI qui vienne taper à la porte pour nous y obliger. Tout dernier point, une seconde sur l'assurance chômage. Donc le MEDEF, selon nos informations et de Caroline Maruisseau, participera donc aux négociations. Est-ce que ça peut déboucher sur quelque chose, vous, la lettre de cadrage, là aussi, elle a changé? Non, la lettre de cadrage a été retirée. Oui. Maintenant, on nous redonne la main. Le MEDEF veut 1 milliard, 400 millions. Mais le MEDEF veut 1 milliard, mais quand on est en début de négociation, c'est comme quand moi j'ai réclamé 10% d'augmentation de salaire à mon employeur. C'est toujours le début de la négociation. Et donc donc à la fin, on verra bien. Mais est-ce que vous êtes content que le MEDEF revienne? Mais moi, je suis toujours content quand les interlocuteurs sociaux que nous sommes sont autour de la table. Quand on se déchire d'un côté ou de l'autre, ça ne fait jamais progresser ni le paritarisme, ni la cohésion sociale de la République. Donc il y aura une conclusion? Ça sera conclusif? C'est toujours optimiste. Mais oui, mais si j'étais pas optimiste, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, je changerais, je ferais autre chose. Je ferais consultant. Merci beaucoup Frédéric, consultant. Geoffroy Roux de Bézieux, voyons. Non, mais quand on n'est pas optimiste, on fait consultant, je trouve que c'est une bonne conclusion. Bon, ça sera d'accord, en tous les cas, c'est votre conclusion. Merci d'avoir accepté ce débat. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, et donc Geoffroy Roux de Bézieux, ancien patron du MEDEF. Dans un instant, on fera un petit tour par l'Assemblée nationale pour voir où est-ce qu'on en est. Hugo Babet nous attend. Et puis ensuite, c'est Guillaume Enzo qui donc a publié cette note qui fait couler beaucoup d'encre sur comment faire pour stabiliser la dette de la France. À tout de suite. Le 18-19 d'Edwige Chevrillon sur BFM Business.